Un grand angle consacré à ce qu'on appelle le complotisme scientifique. Difficile de démêler le vrai du faux à l'heure de l'intelligence artificielle et de la puissance des réseaux sociaux. Avec nous pour en parler, Laurent Fouary, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes biologiste, docteur en génétique moléculaire des maladies du développement et de l'oncogénèse à l'Université Paris 5. Et vous êtes l'auteur du livre Les faux savants plongés au cœur du complotisme scientifique. C'est aux éditions de l'Aube. Alors vous avez travaillé pendant 5 ans à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, dans une unité de recherche de l'INSERM. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question du complotisme et précisément dans les sciences? Et on va le voir après précisément en ce qui concerne les virus. C'est un peu un cheminement qui date d'assez longtemps parce que je me passionne, ou on peut parler de passion morbide d'une certaine manière, mais pour les phénomènes sectaires, les mécanismes de manipulation, d'emprise, qui souvent nous surprennent parce que affectent des gens qu'on n'imaginerait pas, en fait, tomber dans ce genre de mouvement. Et puis progressivement, je me suis intéressé depuis quelques années aux phénomènes complotistes de manière générale. On a commencé à regarder un petit peu ce qu'était le mouvement QAnon quand il a émergé en Amérique du Nord, quand il est arrivé en Europe. Et donc de fil en aiguille, ce sont des sujets que j'ai observés, pour lequel j'ai un petit peu écrit également, plusieurs articles sur le sujet, et je suis arrivé un peu naturellement au complotisme scientifique par une phrase qui m'avait interpellé sur les réseaux sociaux, qui parlait ou qui mentionnait que les virus n'existent pas. Et cette phrase qui m'a un peu interpellé, m'a rappelé un peu mon passé de scientifique, m'a motivé à rentrer un peu dans ce monde parallèle et découvrir ce qui s'y passait et qui était derrière. Alors vous commencez avec cette phrase, effectivement, les virus n'existent pas. C'est par cette affirmation, un brin provocante, que je me suis retrouvé pour la première fois confronté au virodénialisme. Jamais entendu, c'est quoi le dénialisme et le virodénialisme? Alors, le dénialisme, c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très connu, qui caractérise en fait le déni de faits avérés. Et en l'occurrence, c'est très utilisé pour caractériser le déni du consensus scientifique, en général en faveur d'idées complètement radicales, controversées et sans preuve derrière. Donc le dénialisme, on pourrait l'assimiler à du complotisme scientifique, c'est-à-dire de remettre en question en permanence des sujets qui sont mis sur la table en estimant qu'on nous ment. Mais pourtant, les virus nous-mêmes nous en sont composés, donc il est facile peut-être de débattre avec les personnes qui tiennent ce discours et de les contredire. C'est tout le paradoxe parce qu'on a tous été confrontés à des virus, que ce soit un simple rhume, que ce soit éventuellement une varicelle quand on a été plus petit ou avec nos enfants, que ce soit un herpès, que ce soit une verrue. On n'est pas obligé, les virus ne sont pas nécessairement mortels. Il n'y a pas uniquement Ebola sur la planète. Mais pour autant, ces virodénialistes, comme on pourrait les appeler, ont toujours des hypothèses pour essayer d'expliquer. Et on en revient en fait un peu à la genèse de ce mouvement-là, qui repose en fait sur une controverse scientifique qui a eu lieu au 19e siècle, qui considère qu'en fait ces maladies ne viennent pas forcément d'un pathogène extérieur, mais seraient peut-être l'expression d'un mal-être interne. Et une querelle qui a opposé Pasteur à l'époque au médecin Antoine Béchamp. Et pourquoi ces citoyens se revendiquent quelque part d'un héritage de Galilée, mathématicien, géomètre, physicien, astronome italien du XVIIe siècle? Ils estiment en fait qu'ils sont porteurs de la vérité, mais que la communauté scientifique ne veut pas les croire. Galilée, en son temps, lorsqu'il a dû batailler pour faire accepter la théorie que la Terre tournait autour du Soleil, il a été pas mal décrié. Il a dû batailler face à l'Église. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne, comme il le disait. Et donc, il a dû s'imposer. Et c'est pas le seul chercheur dans l'histoire qui a dû imposer, en tout cas, ses thèses face à une certaine défiance de la communauté scientifique existante. Mais à la grande différence de Galilée, les complotistes scientifiques ne vont pas dans la démonstration, n'apportent pas les preuves, ne font pas les expériences. Ils restent sur de la critique, on va dire, basique, avec des hypothèses qui peuvent être un peu farfelues, mais qui ne sont absolument jamais testées et jamais vérifiées. Alors, on va leur donner la parole. En tout cas, l'un des extraits que vous citez, le voici. Les virus ne sont qu'une façade imaginaire afin de, premièrement, vendre des traitements et des vaccins toxiques. Deuxièmement, faire croire aux gens qu'ils meurent à cause de petits agresseurs inexistants, alors que c'est leur hygiène de vie qui est à 100% responsable. Voilà ce qui est dit, et tout cela est fait pour mettre la société en esclavagisme profond et pour permettre aux élites dirigeantes corrompues de prospérer, etc. Pourquoi le dénialisme prospère-t-il et pourquoi est-ce que peut-être ces dernières années il a pris de l'ampleur? En fait, le dénialisme et plus particulièrement le virodénialisme prospère au gré des épidémies ou des pandémies.
ce sont des périodes en général de troubles, d'incertitude, et c'est un moment aussi qui est propice pour se remettre en question, pour se poser des questions. Et si on revient, on rembobine un tout petit peu à la période du Covid, les gens se sont trouvés dans une période un petit peu de sidération, certains ont eu peur, et puis on s'est retrouvés en réalité face à des chercheurs qui étaient en phase de recherche. On a découvert sous le feu des projecteurs comment fonctionnait la recherche, avec le débat, la controverse, les éléments de preuve qui arrivent au fur et à mesure, et donc on découvre qu'on ne sait pas toujours tout à un instant T, que parfois on doit débattre. Oui, mais ça crée de la confusion. Oui, mais justement, ça crée de la confusion. Mais pourquoi d'entrée au départ, lorsque ce virus émerge à Wuhan, pourquoi la piste du pangolin, elle est érigée comme une vérité scientifique alors qu'il n'y a aucune preuve? C'est ça aussi qui crée le doute au sein des citoyens qui veulent à juste titre s'interroger, douter, c'est un des principes de la science. C'est tout à fait juste. La critique et le doute, c'est très sain et il faut se poser des questions en permanence, se remettre en question, éventuellement faire ses recherches, si je devais utiliser cette expression qui est très souvent utilisée par les différents chercheurs de vérité, pour ne pas les appeler complotistes. Mais pour autant, il faut savoir garder un peu de recul. Le monde n'est jamais binaire, c'est jamais noir, jamais blanc, c'est toujours un peu gris. Il faut savoir faire la distinction, ce qu'on oublie parfois un petit peu dans ce monde qui va vite, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, et il y a des choses pour lesquelles on a des doutes, mais sur lesquelles on travaille. Oui, ce qui suscite le doute, c'est aussi parfois les liens troubles entre les gouvernements, les laboratoires et des scientifiques aussi. Il suffit de penser à ce qu'on appelle parfois la fabrique du mensonge, l'industrie du tabac notamment dans les années, je parle sous votre contrôle, 80, 70, très tôt. 70. Plus récemment, le glyphosate aussi. C'est-à-dire, comme vous le disiez, on est aussi dans ce monde-là qui finalement parfois s'auto-alimente. Non, complètement. La responsabilité est quelque part partagée d'une certaine manière. Et on peut revenir à cette étude qui a été publiée, un premier volet en 2022 et cette deuxième en 2024, de chercheurs qui ont fait un sondage auprès du personnel du CNRS et de l'INSERM pour sentir un petit peu la manière dont ils percevaient la société vis-à-vis des travaux qu'ils réalisaient, mais surtout la perception qu'ils avaient de leur pairs. Et ce travail est assez édifiant parce qu'on montre qu'il y a aussi une crise de confiance dans la communauté scientifique, qui a du mal à faire confiance derrière. Donc ça crée les bases, tout ça, d'une forme de défiance, parce qu'à un moment donné, le complotisme scientifique, il faut bien comprendre, ça repose sur la science qui est complexe par définition. Ça demande. Oui, vous le dites dans votre livre, il y a des dossiers pondus et qui se tiennent. Quand on ne connaît pas tel ou tel sujet précis de science, on peut logiquement y croire. Et même, on pourrait prendre plusieurs biologistes pour rentrer dans le détail pour tenir face à un contradicteur qui ne croit pas en l'existence des virus. Il faut avoir un certain nombre de compétences qu'on n'a pas forcément selon les segments qu'on Mais est-ce que c'est dangereux pour la science, ou y compris pour la pratique médicale? Vous qui vous êtes occupé notamment de la recherche Necker enfant malade, on imagine sur des pathologies pédiatriques? Pathologie contagieuse, tout simplement. On a Necker, qui est le centre pour avoir travaillé sur les enfants bulles, qui utilisent des virus dans le cadre des thérapies géniques. Non, on a un vrai sujet sur les maladies contagieuses. Typiquement, ces personnes, vous en avez certaines qui vont conseiller à leurs enfants de ne pas se protéger parce que ça ne sert à rien. Les virus n'existent pas. Donc les infections sexuellement transmissibles n'ont pas raison d'exister, donc il n'y a pas de problème. Vous avez d'ailleurs un exemple sur l'Afrique du Sud des années 2000 sous la présidence de Thabo Mbeki. Oui, tout à fait, qui était un virodénialiste, qui avait du mal à croire à l'existence du VIH et de sa conséquence qui était le sida. Son ministre de la Santé était dans la même mouvance, si on peut l'appeler comme ça, et il s'était entouré en fait d'un comité scientifique avec des chercheurs qui étaient plutôt en critique ou en défiance du consensus scientifique sur le fait que le VIH existe et provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, et a pris des décisions à l'échelle du pays qui ont été absolument catastrophiques, parce qu'on s'est retrouvé avec un des pays qui a été une véritable catastrophe sanitaire, avec plus de 10% de la population qui s'est retrouvée séropositive, et puis un nombre de morts du sida derrière qui est arrivé, qui était assez significatif. Donc on peut avoir des impacts dans la société qui sont assez significatifs, malheureusement, du fait d'un manque d'informations, de connaissances. Et quand on ne sait pas, c'est difficile de savoir qui on doit croire, d'autant quand on a deux scientifiques, deux chercheurs, deux médecins qui vous donnent des avis radicalement opposés. Quelque part, ce n'est plus la raison qui parle, mais l'émotion. Et elle n'est jamais bonne conseillère. Alors, quelle solution ? La critique et le doute. Vous le mentionniez tout à l'heure. La critique et le doute, c'est sain. Il faut savoir se poser des questions, il faut savoir analyser des sources, il faut savoir critiquer aussi la manière dont viennent des sources. Et le virodénialisme s'est construit finalement en occultant quasiment plus d'un siècle de travaux qui ont eu lieu après cette controverse scientifique que je citais entre Pasteur et Béchamp au XIXe siècle. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut lire tout ce qui existe, il faut se renseigner auprès d'un certain nombre de personnes et remettre en question systématiquement les choses, tout en faisant attention de ne pas tomber dans la paranoïa. Et c'est là où il faut savoir à un moment donné aussi faire confiance. Alors vous travaillez aussi en oncologie. Dernière question, puisqu'on parle de cancer, ça peut être l'intelligence artificielle un atout très positif pour détecter de manière très précoce des cancers, notamment le cancer
cancer du sein, pour n'en citer qu'un. Est-ce que, pour le coup, ça peut être, à l'inverse, plutôt dangereux, s'agissant de la manipulation en termes de science? Alors, on le voit bien, l'intelligence. On peut tomber sur des articles qui ont l'air vrais sur Internet, alors qu'ils sont totalement scientifiquement erronés? Vous en avez un très grand nombre, malheureusement. D'ailleurs, dans le livre, un passage y est dédié sur ce qu'on a appelé les paper mills, donc qui est la fabrication quasiment industrielle de faux articles pour pouvoir créer de la littérature scientifique. Et il y a eu des nombres de rétractations derrière qui sont provoquées. Mais vous pouvez trouver très facilement aujourd'hui la littérature scientifique ou médicale, elle est accessible sur PubMed très librement. Et vous pouvez trouver des articles où même vous avez encore les disclaimers de l'intelligence artificielle qui n'ont pas été retirés, disant que l'intelligence artificielle ne peut pas écrire le paragraphe qui a été demandé. Merci beaucoup Laurent Foiry d'être venu sur notre plateau pour évoquer ce sujet donc du complotisme en sciences. Merci à vous. Merci.